Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui va parler de la partie cybersécurité et l'installation des différents outils liés à la cybersécurité. Nous allons commencer par le proxy Squid, mais avant de commencer le déploiement de proxy Squid, nous allons devoir dans un premier temps préparer l'environnement de travail. On reviendra après sur le proxy Squid, de comment ça marche, de comment le télécharger, comment l'installer, comment l'utiliser. D'ailleurs, c'est quoi le proxy, c'est quoi Squid. On verra tout cela en détail, évidemment. Du coup, dans un premier temps, il est nécessaire d'installer un outil de machine virtuelle. Par exemple, dans ce cas-là, moi, j'avais préféré l'utilisation de Oracle VirtualBox. Pour quelle raison? Parce que c'est un outil gratuit, accessible à tout le monde. Libre à vous d'utiliser VMware ou d'utiliser n'importe quel outil en fonction de ce que vous souhaitez utiliser. Alors, une fois vous téléchargez, vous installez Oracle VM VirtualBox, c'est gratuit. Il se fait écrire juste sur Google télécharger VirtualBox, vous allez l'avoir. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Une fois fait, vous allez devoir télécharger Linux Ubuntu. Vous téléchargez la dernière version, ça suffira largement. Moi, j'utilisais toujours la dernière version. Aujourd'hui, on est sur la 22.04. Si on veut utiliser la 20, la 21, peu importe quelle version vous voulez utiliser, cela devra aller sans problème. Du coup, vous cliquez ici sur le téléchargement de la dernière version et la version sera téléchargée sans problème. Une fois téléchargé, ce qu'on peut faire là-dessus, ce qu'on va pouvoir faire là-dessus, c'est de créer directement la nouvelle machine virtuelle. Nous, on va l'appeler Linux Ubuntu 22.04. C'est quel système? C'est de Linux Ubuntu. En tout cas, il le détecte automatiquement de ce que nous écrivons. Ici, moi, ce que je préfère toujours faire, c'est de créer un répertoire dédié toujours à ce genre de choses. Ça nous permettra d'éviter d'avoir des problèmes sur le disque réel, sur le disque C s'il y a des problèmes, mais aussi ça vous permettra d'organiser au mieux votre travail. Moi, ici, ce que je vais faire, je vais dire VM VirtualBox. OK. Je vais même créer un autre répertoire que je vais appeler Lab Proxy Squid. Au moins, je sais de quoi il s'agit ou pourquoi j'installe cette machine. Et puis, je sélectionne cet emplacement, je sélectionne ce dossier. Il est préférable de pousser la RAM au maximum en fonction de ce que vous pouvez. Moi, j'ai 32 Go, j'ai suffisamment de RAM. Du coup, si je prends 4, ça va, ça devrait y aller. On crée maintenant un nouveau disque virtuel. On clique sur Créer. Utilisez du disque virtuel, n'ayez pas peur d'utiliser les disques virtuels parce que ça peut vous faire des problèmes si vous utilisez très peu de disques. Faites 40, 50, 30, ce que vous souhaitez. En tout cas, il ne prendra que la quantité nécessaire. Si vous faites 40 et que vous avez besoin de 10, il prendra 10, il n'y a pas de problème. C'est ce qui fait qu'on peut prendre la quantité qu'on souhaite, il n'y a pas de problème là-dessus. On crée le VirtualBox Disk Image dynamiquement alloué, justement, c'est ça. Du coup, si on fait taille fixe, ça sera 50 Go. Moi, je préfère faire de l'allocation dynamique. Comme ça, je fais des économies sur les espaces disques. On fait créer. OK, très bien là-dessus. Et puis, avant de lancer la machine virtuelle, il est toujours bien et souhaitable d'aller faire un petit tour sur la configuration de la machine virtuelle avant de la lancer. On peut faire un petit bouton droit, configuration. On peut voir sur général les configurations de base. Il s'agit de Linux, Ubuntu, les noms, etc. Ici, faites en sorte que ça soit bidirectionnel pour le partage de fichiers, etc., que ça ne fasse pas de problème. Ici, il n'y aura pas de problème. Sur la partie système, vous avez la RAM ici. Tout est OK. Tout est OK là-dessus. Faites en sorte que la partie, faites en sorte aussi de quelle partie je cherche, d'activer toujours la partie PAE-NX. Sur la partie carte mère, tout est OK. Tout est OK. Là-dessus, c'est le processeur, c'est là ce que j'étais en train de chercher. Vous avez la PAE-NX, faites en sorte que ça soit toujours activé. Ici, tout est OK. Sur la partie affichage aussi, faites en sorte d'activer toujours l'accélération 3D. C'est quelque chose de très pratique pour l'affichage de l'image et l'affichage de l'écran. Et puis, sur la partie ici, stockage, il n'y a pas de problème. Sur le son, il n'y a pas de souci. OK. Sur la partie réseau, configurer le réseau par accès par pont. C'est plus simple. C'est la façon la plus simple de configurer le réseau. Ce n'est pas le but de faire un court réseau, de faire le NAT, de faire je ne sais quoi.
On va faire le pont. Le pont, c'est quoi? C'est que vous allez mapper la carte virtuelle sur la carte physique. Ça va récupérer une adresse IP dans le réseau et ça va sortir directement sur Internet si vous êtes déjà branché sur Internet sur votre carte physique. Il est préférable d'activer une autre carte réseau. Faites un réseau interne là-dessus. Et comme ça, si on a besoin d'utiliser plusieurs cartes réseau, on a déjà plusieurs cartes réseau. Je pense que tout est OK là-dessus. J'ai pas l'impression qu'on a besoin de faire grand-chose pour le moment. En tout cas, on peut toujours revenir à la configuration en cas de nécessité. On clique sur OK, tout a l'air OK, on va pouvoir démarrer notre machine virtuelle ou l'installation de notre machine virtuelle sans problème. On attend, on patiente un peu là-dessus. Là, il nous dit, il nous demande de choisir le disque de démarrage. Si ce n'est pas le cas, il pourra vous faire un truc où il vous dit que c'est vide. Ce que vous allez faire, vous allez faire créer le disque virtuel, surtout si vous utilisez pour la première fois. Vous créez un nouveau et puis vous allez choisir l'emplacement de... C'est ici d'ailleurs, ici vous faites ajouter et vous choisissez l'image ISO que vous venez télécharger. Généralement, vous la trouvez dans le répertoire téléchargement si vous venez télécharger sans toucher. Du coup, ici, moi, j'ai déjà fait. On va cliquer sur démarrer et nous allons lancer l'installation de la machine virtuelle Ubuntu. Il va nous dire est-ce qu'on installe ou est-ce qu'on démarre seulement, etc. Nous, on va installer, on va tout faire d'un seul coup. On attend que cela monte sans problème. Je pense que ça va mettre un peu de temps. À chaque fois, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer, je vais mettre pause à la vidéo. Du coup, si vous voyez que je passe d'une étape à une autre très rapidement, ce n'est pas parce que j'ai une solution magique, c'est juste que je bloque la vidéo à chaque fois. Alors, ici, il nous demande de choisir la langue. Il est toujours souhaitable d'utiliser anglais. Bon, on va utiliser français, mais il est toujours préférable dans les utilisations de Linux de faire anglais parce que parfois, il traduit des noms des fichiers système et puis on sera à un moment donné perdu. Desktop, est-ce que c'est desktop, est-ce que c'est bureau, etc. Ça vous arrive quand vous travaillez sur le système de copier, par exemple, un bout de code ou un bout de je ne sais pas quoi, d'une commande ou d'un chemin. C'est écrit desktop dedans. Vous, c'est pas desktop, c'est bureau, ça va poser problème, ça va vous afficher une erreur, vous allez passer peut-être des heures à chercher c'est quoi la source de l'erreur alors que vous ne pensez pas à ce que la langue soit pas la bonne, etc. Mais bon, bref, nous, on va pas faire ça, tout ça pour ça, on va utiliser français parce que c'est la plus simple. C'est parce qu'on cherche à simplifier les choses au maximum, mais vous avez ça en tête maintenant. Faites en sorte d'utiliser toujours la langue anglaise au maximum. Du coup, sur la partie clavier, nous, on va utiliser français AZERTY AFNOR. C'est le clavier, on va dire, référencé en français ou le clavier de la norme. Installation normale, il n'y a pas de souci. On va télécharger les mises à jour pendant l'installation d'Ubuntu. OK, pourquoi pas. On peut installer des logiciels tierces pour le matériel graphique Wi-Fi et de format de médias supplémentaires. Vous pouvez le faire si vous souhaitez, il n'y a aucun problème. On continue et puis là-dessus, j'imagine qu'il va lancer l'installation. Je pense qu'il va nous demander le fuseau horaire juste avant et puis il va lancer l'installation. Ça devra y aller sans problème en tout cas si vous respectez toutes les étapes. Il va nous demander aussi de choisir le disque, certainement, et puis il va lancer l'installation. C'est ici, il va nous demander de choisir le disque. Nous, on a créé un disque vide. Il va nous dire qu'il va effacer tout le contenu du disque et puis lancer l'installation. N'ayez pas peur, c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, même si vous faites une bêtise, on a dit qu'il faut toujours mettre toutes les données liées aux machines virtuelles dans un disque à part. Comme ça, même s'il y a un souci, même si vous faites une bêtise, il n'y a pas de problème. Vous risquez, la pire des choses que vous pouvez faire, c'est d'effacer tout le contenu de disque sur lequel vous travaillez. Il n'y a pas vos photos, il n'y a pas vos vidéos de vacances, il n'y a pas vos soucis, il n'y a pas votre histoire. Il y a juste les machines virtuelles. Bon, si vous risquez de perdre les machines virtuelles, il n'y a pas de problème. Mais bon, là, il n'y a pas de problème. On respecte les étapes. Normalement, il n'y a pas de raison qu'on ait un souci sur quoi que ce soit. On clique sur suivant et on attend l'installation maintenant. Je pense qu'il va nous demander le fuseau horaire. Je ne me rappelle plus s'il l'a demandé ou pas encore. En tout cas, s'il ne l'a pas encore demandé, il va le demander. Sinon, il n'y aura pas de souci. On va pouvoir démarrer l'installation de Linux. C'est une opération qui risque de durer un peu de temps. Du coup, là-dessus, il n'y a pas de problème non plus. Si ça dure un peu plus de temps qu'il faut, on a juste à attendre. Oui, c'est ça, il nous demande le fuseau horaire, c'est Paris, il n'y a pas de problème. On clique sur suivant. Là, il va nous demander les noms. On va dire easy. On va choisir un mot de passe super sécurisé, root. Personnellement, j'utilise le mot de passe root. Ouvrir la session automatiquement. Tout ça, c'est totalement pas recommandé en matière de sécurité. Mais pourquoi je le fais moi? Attention, le nom.
faites le minuscule, évitez toutes les solutions majuscules. En tout cas, c'est juste le nom, pas le nom d'utilisateur, mais on évite le majuscule. Le nom d'utilisateur, il est là. Et puis, vous avez le mot de passe. Comme je vous ai dit, moi, j'utilise le mot de passe root directement. Le but, ce n'est pas de faire un cours de la sécurité des mots de passe, mais de simplifier les choses au maximum pour nous. Vous pouvez le lier ou le relier à un contrôleur de domaine si vous souhaitez, en utilisant un contrôleur de domaine Active Directory. Ici, ce n'est pas le cas pour nous, évidemment. On clique sur continue et là-dessus, je pense que cette fois, je suis sérieux. Il va lancer les opérations d'installation. Il va les lancer. Maintenant, il va copier les fichiers et passer un certain moment. S'il passe 10, 15, 20, 30 minutes, ce n'est pas très surprenant. Il n'y a pas de problème. On peut laisser faire ça. Allez, je mets pause à la vidéo et je reviens une fois l'installation terminée. Du coup, l'installation terminée, on va cliquer sur redémarrer et ça doit redémarrer la machine pour la redémarrer tout simplement. Et hop, je ne sais pas ce qui était, mais bon, c'est pas grave. On va dire OK. Et nous allons redémarrer la machine. C'est redémarré, très bien. On va passer ça, c'est pas vraiment le moment. Ok, on va passer ça, suivant, et puis suivant, et puis bon, il n'y a pas de problème, on continue juste les suivants ici, terminé. On configure les paramètres de base de la machine. Ici, on peut voir les settings rapidement, les paramètres de la machine, que la carte réseau est bien connectée, qu'il n'y a pas de souci. On peut voir rapidement les paramètres ici. Vous voyez que l'utilisation de Linux est assez simple comme l'utilisation de Windows. Sans aucun problème, vous pouvez afficher votre système comme vous le souhaitez. Du coup, ici, ça a l'air OK. Vous avez les paramètres de l'écran, de l'affichage, etc. Là, ce qu'on va faire, on va afficher le terminal. Du coup, ce que je vais faire, bon, je pense la façon la plus simple, c'est d'écrire juste ter ici et on affiche le terminal. On l'ajoute aux favoris, c'est très bien. Et puis, le terminal est bien là. Bon, ça a été ajouté. Hop, c'est bon. Ce qu'on va faire, on va essayer de passer une commande sudo apt get install. Qu'est-ce que je voulais dire? Apt get install virtual comment ça s'écrit plutôt? VirtualBox guest dkms. Il nous demande le mot de passe. Fait, OK, c'est installé. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va juste redémarrer la machine. Mettre en veille, redémarrer. On redémarre la machine. On redémarre. Et on attend que ça démarre. Du coup, c'est démarré. Si vous rencontrez des problèmes d'affichage, si je peux dire plutôt ça comme ça, il y a une procédure à mettre en place, il y a une procédure à faire que je peux vous décrire rapidement ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir un petit bloc-notes rapidement, que je peux vous la décrire très rapidement. En tout cas, je vous laisserai la faire, histoire de ne pas perdre beaucoup de temps sur cette partie-là. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez commencer d'abord par insérer la commande sudo apt update. C'est la commande qui permettra de mettre à jour la base de données de système. Après, vous insérez la commande sudo apt install -y build essentiel Linux headers $,
Le dollar, il est là. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre? On va faire uname -R. Une petite remarque, si vous rencontrez des soucis avec le clavier, -R, pas -T, -R, oui. Si vous rencontrez des soucis avec le clavier, AFNOR ou pas AFNOR, etc., vous pouvez aussi, dans les paramètres ici, ça commence à m'embêter ça, mais c'est pas grave, dans les paramètres ici, et il vous suffira juste d'aller voir clavier, et vous pouvez changer français AZERTY si français AZERTY AFNOR ça vous dérange. Et puis ici, vous pouvez ajouter la langue que vous souhaitez. Français France, vous choisissez le clavier français que vous souhaitez, par exemple français AZERTY tout court, et vous enlevez l'autre. Vous pouvez le faire aussi, il n'y a pas de problème, ça marchera normalement. Après, ce qu'on a à faire, c'est qu'une fois cette commande réalisée, on va devoir insérer ici l'image CD, hein, vous cliquez ici, moi ça va me faire impossible parce que c'est déjà inséré, et puis là vous allez avoir l'emplacement exact des invites ou des parties, les parties invitées ou les parties guest ou les parties qui manquent de VirtualBox pour que votre machine tourne normalement sans problème. Vous cliquez ici sur bouton droit, ouvrir dans le terminal, et puis ici qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste insérer un petit ls pour voir à peu près ce qu'il faut faire. Vous allez insérer après cette commande comme ça. Vous allez insérer cette commande comme ça, slash, et vous insérez l'autorun.sh. Une fois inséré, il va vous demander votre mot de passe. Moi, je ne vais pas l'insérer. Il va vous demander votre mot de passe, le fameux root que j'avais mis. Vous cliquez sur OK. Vous laissez l'installation se terminer. Une fois l'installation terminée, vous redémarrez votre machine et le problème sera réglé. Du coup, si le problème n'est pas réglé, il vous suffit juste de faire comme ça. Vous faites une grande page sur VirtualBox, attention, sur la console de base de VirtualBox, et le problème d'affichage sera résolu automatiquement. Après, si ce n'est pas résolu, il y a d'autres façons plus avancées de faire, mais bon, c'est pas le moment. On va pas perdre plus de temps sur l'affichage. En tout cas, on va revenir à ça quand on fait le lab sur le Kali Linux. Alors, très rapidement, on va commencer à parler de Squid. Du coup, comment l'installer, c'est quoi exactement, etc. Alors, le but de ce lab-là, c'est de présenter cette partie-là de Squid. Du coup, le serveur, qu'est-ce que je peux dire sur le Squid? C'est que c'est un proxy web HTTP de mise en cache et de transfert à haute performance gratuit open source. Il est principalement utilisé pour accélérer un serveur web en mettant en cache une requête ou des requêtes répétées. En mettant en cache aussi des DNS et des recherches web pour un réseau partagé. Il ajoute également une politique de sécurité pour filtrer le trafic indésirable pour les utilisateurs web ou les utilisateurs bureautiques. Du coup, le but, ça sera justement de décrire cela en détail, de voir comment utiliser le proxy Squid, quelles sont ses fonctionnalités et quelles sont, on va dire, ses utilités de base. L'étape numéro 1, la plus simple, la plus rapide, sera d'installer le proxy Squid. Du coup, pour installer le proxy Squid, il faut revenir encore une fois sur le terminal. Et sur le terminal, il vous sera de l'installer. Pour l'installer d'abord, dans un premier temps, on peut insérer ou on doit insérer la commande sudo. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Attendez, je quitte ce terminal-là. C'est pas celui que je voulais. C'est pas grave. Ça, ok, très bien. Du coup, on va insérer le sudo apt update. Il va nous demander le mot de passe. Il va mettre à jour, il va mettre l'update. C'est déjà fait pour moi. Si ce n'est pas fait pour vous, ça risque de mettre un peu plus de temps qu'il faut. Mais bon, il n'y a pas de souci, il suffit juste de mettre à jour la base de données des logiciels. On peut aussi insérer la commande sudo apt upgrade. Ok, souhaitez-vous continuer tac. Oui, bon, il va installer des choses, des outils, et puis à chaque fois qu'il vous dit qu'il va ajouter encore plus de l'espace mémoire, vous ne vous embêtez pas, vous faites à chaque fois oui. Et puis à chaque fois, il installera des mises à jour de système. Ça fait partie des prérequis, on va dire, très pratiques qui permettent de démarrer sur une base solide votre installation, de démarrer sur une base solide votre déploiement, de ne pas faire de bêtises, de ne pas faire d'erreurs, d'avoir un système d'exploitation assez complet qui vous permettra de bénéficier pleinement des fonctionnalités que nous allons voir ensemble sur l'utilisation de proxy Squid sous Linux.
Je vais mettre en pause encore la vidéo le temps que cela se terminera. Alors, c'est installé, c'est bon, très bien, c'est terminé. Du coup, on va vérifier pour Squid. On va dire apt show Squid. Ok, attendez, j'agrandis un peu l'affichage. Et du coup, là-dessus, il va nous dire que tout a l'air ok pour Squid, en tout cas, parce qu'il va nous dire que on a le package Squid qui utilise la version 5.2.1 sur Ubuntu, etc. Il nous donne tous les détails nécessaires sur le Squid et c'est quelque chose qui nous suffit de comprendre que Squid est existant, est installable dans la liste des packages installables sur Ubuntu. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On installe le Squid. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Sudo apt install Squid. Et là, il est en train de lancer l'installation. Il va nous dire que 15 mégas sera ajouté à l'espace. Oui ou non, on va dire oui. Et on va le laisser terminer l'installation de Squid. Je pense que l'opération sera un peu rapide. Très bien. Le Squid a été installé. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois l'installation de Squid terminée, comme vous voyez, quand même, c'est quelque chose de facile. Le fichier de configuration de Squid, il se trouve dans le répertoire etc squid et squidconf. Du coup, on peut voir rapidement ls etc squid. Déjà, c'est très bien. On a le répertoire squid. Et là, vous allez voir qu'on a deux éléments très importants. On a conf.d et on a le squidconf. Du coup, ça, c'est le fichier qu'il exécute ou le répertoire d'exécution. Et puis ça, c'est le fichier de configuration de Squid. Du coup, tout ce que nous allons faire sera fait sur le squid.conf. Il est frais. On vient de l'installer, on vient de fraîchement l'installer. C'est quelque chose de très bien, ça fonctionne. Du coup, il est toujours bien de créer une copie de ce fichier. Comme ça, si on fait quoi que ce soit, on a au moins une copie qui est protégée. Du coup, qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Je peux copier sur ce fichier-là, sudo. Sudo, c'est la commande qui me permet d'exécuter des commandes en tant qu'administrateur. Ok, pour ceux qui ne le savent pas, en tant que root. Parce que comme ça, je suis utilisateur normal, classique. Si je veux insérer la commande, on va dire cp -v etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Squid, encore squid.conf. C'est bon, je le tabule comme ça. Et je vais demander à ce que cette commande-là, ça soit créer une même copie exactement, mais avec le mot-clé .factory. Ça se configure comme ça, en abréviation. On peut le réécrire, mais en abréviation, on peut le faire comme ça. Et là, quand je fais comme ça, il va me dire que c'est impossible de passer la commande parce que je ne suis pas root, je ne suis pas super utilisateur, ou comme on dit sur Windows, administrateur. Du coup, pour passer administrateur, je peux faire comme ça. Qu'est-ce qu'il me dit là? etc squidconf etc. Oui, c'est bon, très bien. Il m'a dit juste qu'il a fait le boulot. On peut confirmer cela avec la commande ls comme on a fait. Et là, on voit bien que j'ai mis le -v comme verbose, comme ça, il me raconte ce qu'il a fait en quelque sorte. Et là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a écrit le squid.conf, il m'a écrit une copie de ce fichier ici. Maintenant, tout ce que nous allons faire, nous allons le faire ici sur le squid.conf, le fichier de configuration par défaut. S'il y a un souci, il n'y a pas de problème, on peut supprimer celui-ci, on peut reprendre celui-ci, enlever .factory et comme ça, on aura un nouveau squid.conf vide à nouveau en quelque sorte. C'est que ça, c'est un élément très important à comprendre sur l'utilisation, sur la sécurisation aussi de votre fichier de configuration. Après, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Une fois la copie créée, on peut y accéder. On peut juste aller voir très rapidement comment, à quoi ressemble en quelque sorte un fichier de configuration Squid. On peut insérer ou utiliser n'importe quel outil d'ouverture de fichier. Par exemple, on peut utiliser Nano ou Vim ou VI, ce que vous souhaitez. Nano, on peut dire etc squid squid.conf, c'est bon. On va faire comme ça. Et là, nous avons le fichier qui est ouvert, le fichier de configuration de notre serveur ou de notre serveur proxy Squid. Du coup, vous pouvez faire un petit tour pour comprendre à quoi ressemble Nano, comment l'utiliser, etc. Nous, en tout cas, les commandes de base sur l'utilisation de Nano, on va les faire ici dans le cadre de ce cours sans problème. En tout cas, Nano, c'est l'outil ou c'est l'outil d'ouverture de fichiers le plus simple sous Linux. C'est pour cette raison que j'aime bien l'utiliser.
Alors, on va faire quelque chose de très simple. CTRL W, c'est pour rechercher. Je clique sur CTRL W. Et là, j'écris http-port. OK. Et on va chercher exactement http. Ah, pardon. Qu'est-ce que je fais? Je peux faire un petit CTRL X. Il me demande est-ce que j'enregistre ou pas. Je mets non. Et là, je ressors et je l'ouvre à nouveau. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je peux faire CTRL W. Je cherche 3128, par exemple. C'est pas celui-ci. Encore un CTRL W 3128. Il y en a peut-être beaucoup. On va descendre encore. Un CTRL W encore pour 3028. Et là, c'est bon, c'est là. Du coup, ici, par exemple, on a ici, il nous donne l'information sur le port qu'il utilise par défaut. Et là, vous voyez qu'il utilise par défaut le port 3128. Vous pouvez le changer si vous souhaitez, sans aucun problème. Vous pouvez aussi ajouter votre adresse IP au proxy Squid. Ça vous permettra de l'utiliser plutôt efficacement. Du coup, moi, ce que je vais faire CTRL X pour quitter. Hein, ici, CTRL X. Je quitte sans enregistrer. Ce que je peux faire IPA. Ici, je peux avoir des informations sur l'adresse IP que je suis en train d'utiliser. L'adresse IP que j'utilise, c'est celle-là, c'est la 192.168.1.24/24. Là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer le port utilisé comme adresse IP plus port de proxy. Comme ça, on donnera plus d'informations de sécurité pour notre proxy. Alors, nous allons revenir à nouveau dans notre nano. On a dit 1.24, 192.168, 1.24, on est bien d'accord. Ok, très bien. On va faire CTRL W, 3128, ok. C'est pas ça, CTRL W encore, c'est pas ça, CTRL W encore, c'est ici. Là, on peut le changer très facilement. On peut mettre, par exemple, directement HTTP port avec l'adresse IP qui est, hop, 192.168.1.24 avec les deux points 3128. Attention, il y a un espace en plus, ça ne va pas fonctionner comme ça. Après, ce qu'on peut faire, on peut sauvegarder la configuration si on souhaite et sortir du fichier. Alors, comment sauvegarder? Je ne sais pas, c'est ici. CTRL O, c'est écrire. Je vais faire CTRL O. Ça me permettra de sauvegarder ma configuration. Est-ce qu'il a fait? CTRL O, c'est bon. Est-ce que nom de fichier à écrire, etc. Est-ce que je fais OK? Je clique sur OK et c'est fait. Et là, comme ça, c'est bon. Il m'a enregistré ma configuration. Je vais tester. Si je vais faire CTRL X pour sortir CTRL X pour sortir, je sors, je reviens. Je refais encore une fois CTRL W, 3128, je fais OK, CTRL W, OK, CTRL W, OK, et j'arrive ici, vous voyez que, on a bien fait de revenir, on a vu que ça a été fait 2 fois. OK, très bien, mais bon, c'est pour prouver que la configuration fonctionne bien avec le CTRL O ici, et cliquez sur Entrée, la configuration a été prise en compte. Alors, 192.168.1.24, 2.3128, tout a l'air OK là-dessus. Alors, après, ce qu'on va devoir voir, c'est quelque chose de très important qui s'appelle les ACL. C'est quoi l'ACL? C'est en quelque sorte le principe de fonctionnement de Squid se base sur l'ACL. Dans les cours Cisco, on va avoir tout un chapitre sur les ACL et comment configurer les ACL. Du coup, ce n'est pas vraiment l'objectif maintenant de parler des ACL et de faire des détails sur l'ACL, mais si je vous explique les ACL très rapidement, les ACL, c'est comme Access Control List. C'est tout simplement ce qui vous permettra d'ajouter les filtres de sécurité. Par exemple, vous avez votre réseau local ici, quelque part. Vous mettez votre proxy au milieu de votre architecture pour aller sur Internet. Et grâce aux ACL, le proxy est là. Et grâce aux ACL, vous allez ajouter les différents filtres qui vous permettent justement d'assurer cette protection. Par exemple, si vous n'aimez pas l'utilisation des réseaux sociaux, je peux ajouter une ACL qui va me dire bloc, par exemple, facebook.com. OK. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Lors de la sortie de n'importe quelle requête de passage par le proxy, elle va voir la liste des ACL et elle va voir est-ce qu'elle correspond à une des ACL. Par exemple, nous aurons certainement une ACL qui va nous dire
tu peux aller sur Internet, sur le HTTPS, vers le port 443. C'est le port qui vous permettra d'aller sur le réseau Internet. Si je vois ça, OK. Je vois ça par exemple en permit. Dans ce cas-là, je vais pouvoir passer sur Internet. Si vous voulez bloquer Internet, c'est très simple. Vous bloquez ça. Et comme ça, personne n'ira sur le réseau 443, autrement dit, le réseau Internet d'aujourd'hui. OK? C'est que c'est quelque chose qui pourra vous expliquer rapidement le principe de l'utilisation de proxy squid ou des ACL sur les proxy squid. Alors, ce qu'on va faire nous, on va faire un petit CTRL W à nouveau et on va écrire par exemple ACL SSL-28 ports, quelque chose comme ça. Et là-dessus, on va trouver la liste des ACL. Là, on aura énormément d'ACL, par exemple, toutes les ACL sur le réseau local, sur le local. Ça vous permettra d'avoir des informations sur l'utilisation de réseau local. Ici, ça vous détaille les règles nécessaires. Par exemple, ici, il vous dit le RFC 1918, c'est celui qui concerne les réseaux privés et les réseaux publics. Je ne vais pas détailler trop ce que signifie ça parce que ce n'est pas l'objectif du cours. En plus, c'est quelque chose de réseau. Autrement dit, l'utilisation de NAT. Dans un réseau privé, on n'utilise que le 10, le 172 et 192. Dans un réseau public, on peut utiliser toutes les adresses disponibles. Du coup, là, on a un ensemble d'ACL qui autorise ou pas, en quelque sorte, un certain nombre d'adresses qui sont déjà préconfigurées. C'est qu'on va énormément d'ACL qui sont déjà configurées. Par exemple, ici, il a créé une ACL qui s'appelle Save Ports. Et dans cette ACL-là, il a ajouté la liste des ports qui sont safe, qu'il les considère des ports sécurisés parce qu'on les utilise souvent. Par exemple, le port HTTP, le port FTP, le port 443, le port, je sais pas moi, les différents ports, 70, 210, etc. Bref, vous les voyez sur l'écran sans aucun problème. Du coup, là, vous voyez quand même énormément d'ACL qui sont par défaut configurés et par défaut ajoutés sans aucun problème. Du coup, nous, ce qu'on va faire, on va ajouter notre réseau. Par exemple, là-dessus, ce qu'on peut faire, on peut venir ici en bas et ici, on va créer une ACL qui s'appelle mon LAN et on va mettre comme source, c'est quoi la condition? La condition, on peut définir à la source, on peut filtrer le trafic en fonction de la source, en fonction de la destination, ou en fonction de la source et de la destination, ou en fonction des numéros de port. Par exemple, on va dire tout ce qui est tel port est autorisé, tout ce qui est tel port n'est pas autorisé. C'est un exemple de ce que j'essaie de dire. Par exemple, ici, on va définir tout ce qui vient de notre réseau, on le laisse passer sur le réseau. 192.168.1.0/24. Et là, du coup, on a défini l'ACL avec mon réseau 192.168.1.0/24. Attention, pour le moment, je n'ai pas autorisé, j'ai rien fait. J'ai juste ajouté l'ACL qui correspond à mon réseau local. Du coup, dans le temps, si je veux faire quoi que ce soit, je vais travailler plutôt sur l'ACL que j'ai mis moi-même, sur l'ACL de mon réseau en question. Et là, ça sera peut-être plus simple de travailler sur ce genre d'ACL directement. Je fais CTRL-O, je sauvegarde mon travail et vous voyez que le travail a été sauvegardé sans problème. Après, on va passer à l'étape très importante qui est l'application de l'ACL. Attention à quelque chose de très important à comprendre lors de l'application des ACL. Les ACL s'appliquent par ordre. Du coup, vous avez la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, etc. Et les ACL s'appliquent exactement dans l'ordre. Du coup, si vous mettez, par exemple, vous commencez par une première qui dit bloquer tout le réseau, par exemple, je dis n'importe quoi ici, bloquer tout le réseau 192.168.1.0, par exemple, je dis n'importe quoi. Là, qu'est-ce que ça va faire? Tout mon réseau qui est 192.168.1.0 sera bloqué. Imaginons que c'est dans la deuxième ligne, je vais dire autoriser, permit, ou on dit allow ici, permit sur Cisco, ici on dit allow. On va dire allow 192.168.1.24 par exemple, qui est mon PC. Est-ce que mon PC sera autorisé ou pas? Attention, rappelez-vous ce que j'étais en train de dire, les ACL s'appliquent dans l'ordre. Du coup, quand le 1.24 essaye de se connecter sur le réseau, qu'est-ce qu'il va retrouver? Il va retrouver la première ACL. La première ACL, elle dit quoi? Elle dit que tout le réseau 1 n'est pas autorisé. Pour comprendre, le réseau 1, il est là. Le 1.24, il est là. Il est un de ces... on a là énormément d'utilisateurs. Un de ces utilisateurs, c'est le 1.24. Mais on a énormément d'utilisateurs sur le réseau. Du coup, là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ce réseau-là qui s'appelle 1, il ne sera pas autorisé. Alors que le 24, il fait partie du 1. Du coup, quand le 24 tente de se connecter,
On va essayer de le matcher à la première ACL. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Tant que ça marche, alors qu'est-ce qu'on va faire? Le 24, on va le bloquer. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on voulait dire. Regardez ici, on voulait autoriser quand même le 1. Du coup, attention à l'ordre d'application. Commencez par le plus petit, en allant directement après vers le plus important ou le plus grand. C'est ça l'ordre d'application des ACL. Il est très important à le respecter. Si vous faites un grand puis un petit, c'est comme si en quelque sorte, vous n'avez absolument rien fait lors de la configuration de votre ACL. Alors, ce qu'on va faire, on va faire CTRL W. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire HTTP access. C'est la fameuse commande qui permet de configurer les autorisations, ou autrement dit, c'est la commande qui permet de configurer les ACL. Ok, du coup, on va faire comme ça. On va faire comme ça. CTRL W encore. CTRL W encore. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit ici que on va bloquer toutes les requêtes de certains unsafe ports, les ports non sécurisés. On a une commande qui dit HTTP access deny de tous les safe ports, de tous les unsafe ports en quelque sorte. Après, on a la deny connect to other than secure SSL ports, c'est que deny, vous refusez les connexions à tous les autres ports autres que les SSL ports. Là, regardez ce qu'on fait. HTTP access deny. Et on a l'ACL connect. Et là, qu'est-ce qu'on fait en quelque sorte? On bloque deny, on bloque l'accès à cette ACL. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire encore? On aura quoi encore à vérifier? HTTP access allow localhost manager. Là, regardez que on a l'accès localhost qui sera autorisé de manager. L'accès de manager localhost sera autorisé. Après, qu'est-ce qu'on va faire nous? On a le deny manager. Ok, du coup, il n'y a que le localhost qui sera autorisé, mais pas tout le reste. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va ajouter, nous, en quelque sorte, une ACL qui va nous permettre d'accéder. Attendez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un petit dièse pour commentaire et je vais écrire permettre, attendez, je fais comme ça, permettre l'accès Internet à localhost et mon réseau LAN. Comment on l'a nommé? On l'a nommé quoi? Mon LAN. Très bien. Et puis là, j'écris mon ACL. Qu'est-ce qu'on va écrire nous? On va écrire HTTP access non, comme ça, allow, et j'ajoute le localhost. Et puis encore, HTTP access allow mon réseau local qui s'appelle mon LAN. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Après, bloquer tout le reste. Non, c'est comme ça. Ok, on bloque tout le reste. Qu'est-ce qu'on va écrire? HTTP access deny all. Et la deny all veut dire une chose, veut dire bloquer tout le reste des utilisateurs. Alors, ce qu'on peut faire encore, on peut utiliser une adresse fixe dédiée au serveur pour sortir sur Internet. Ça, c'est très pratique. Comme ça, on sait que la sortie sur Internet de serveur proxy, il sort sur une adresse IP fixe. Et c'est quelque chose, évidemment, comme vous le devinez, c'est quelque chose de très pratique lors de la configuration des ACL. D'ailleurs, ça rentre dans les recommandations des configurations des serveurs avec les adresses IP publiques qui sont dynamiques pour la plupart, mais il est toujours souhaitable de fixer une adresse pour un serveur proxy. Si vous voulez le faire, il est très simple. Déjà, j'enregistre, CTRL-O. Qu'est-ce que je fais? Non, la souris elle est sur la machine host. CTRL-O comme ça. Et puis qu'est-ce que je fais? Je vais chercher tout simplement sur le CTRL-W, je vais chercher le paramètre qui s'appelle TCP outgoing. Et puis je vais adresse. TCP outgoing adresse. Il est où le paramètre? CTRL-W encore. C'est pas ici. C'est pas ici, c'est pas ici. Oui, justement, c'est pas
c'est pas quelque chose qui est configuré par défaut. On peut ajouter la commande si on souhaite. Du coup, on peut décommenter une commande. Moi, j'aime pas trop décommenter. Je préfère plutôt insérer directement une commande avec notre propre commentaire. Ce qu'on peut dire, utiliser cette adresse IP fixe dédiée au serveur pour sortir sur Internet. Et puis moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire comme ça. TCP outgoing, ça s'écrit comment? Going, comme ça. Adresse. Et j'écris une adresse IP publique. Je vais écrire n'importe quelle adresse, mais je ne vais pas appliquer la commande. Pour des raisons de sécurité de mon PC, je ne préfère pas publier mon adresse publique à la terre entière. Mais vous pouvez évidemment aller sur Google, écrire What's my IP address IPv4. Vous pouvez avoir quelle est l'adresse IP publique que vous utilisez et puis utiliser une seule adresse IP publique en fonction de ce que vous souhaitez. Par exemple, moi je peux faire 139.1.2.3 par exemple, et comme ça vous avez fixé une adresse IP publique que toujours utilisera votre réseau en sortant sur le réseau public. Moi je vais commenter ça, je ne vais pas l'utiliser, mais vous avez compris le principe de l'exercice. On peut aussi changer la taille de cache proxy. C'est quelque chose aussi de très important parce que à chaque fois que le cache est très important, à chaque fois le proxy il peut garder plus d'informations et quand il garde plus d'informations, il est toujours plus rapide. Il ne va pas chercher encore loin tant qu'il a les informations dans son cache. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En tout cas, dans le cadre des entreprises plus sophistiquées, plus avancées, ils utilisent carrément des serveurs très très gros et des serveurs dédiés avec des espaces mémoire très importants. Du coup, ce que je peux faire cache même ici. On peut chercher l'information. Quelque part, elle est quelque part ici. On va attendre. Je ne sais pas si elle est déjà configurée par défaut. Elle est là. Très bien. Elle est déjà configurée. Cache même 256, mais elle est commentée. OK? Parce que c'est l'espace par défaut. On peut le changer si vous souhaitez. On peut mettre, par exemple, cache même 512 mégas. Par exemple, ici, on peut écrire cache même 512 mégas. CTRL O. OK. Ça s'écrit. Ça passe bien. Il n'y aura pas de souci. On peut spécifier la liste des serveurs DNS à utiliser par le proxy. Là aussi, si ce n'est pas déjà configuré sur votre serveur, vous pouvez le spécifier. Ici, CTRL W, vous avez un paramètre qui s'appelle DNS name server. Name servers, comme ça. Et puis, on peut chercher l'information. C'est ici, hein, je pense qu'on va revenir là, c'est le seul qui existe. Très bien. Du coup, ce qu'on peut faire, on peut ajouter ça comme ça, enlever ça, ajouter ici un commentaire qui dit spécifier, ça je vais y arriver, la liste des serveurs DNS à utiliser. OK, comme ça, on fait comme ça. Et puis, on précise la liste des serveurs DNS. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut préciser autant qu'on veut. Moi, je ne vais pas m'embêter. On va utiliser les 88888 et les 88444, je crois. Je ne me rappelle plus, attendez. DNS serveur Google. C'est les 888 et 8844. Oui, c'est ça, je ne me trompe pas. 8844. Et autant que vous voulez, en tout cas, vous pouvez utiliser le nombre de serveurs que vous souhaitez. CTRL O, j'enregistre ma configuration et tout a l'air OK pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Je pense que tout est OK. Un dernier CTRL O pour confirmer que j'ai bien sauvegardé. CTRL X, je sors. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour valider toutes les options Squid? En tout cas, il y en a énormément qu'on peut trouver sur le site squidcache.org. Il y a énormément d'options Squid que vous pouvez adapter. On peut enregistrer la configuration et puis analyser et tester le fichier de configuration parce qu'on est en train d'écrire énormément de choses. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des problèmes ou pas? On va voir. Sudo, on va dire usr sbin et puis squid. Là, c'est la commande qui permet de tester le fonctionnement. -k, check. Comment dire? Check. Le mot de passe. Tout a l'air OK. Qu'est-ce que je voulais dire encore? On peut faire un petit sudo usr sbin squid -k. On peut mettre un parse.
et on configure, on regarde que tout a l'air OK en tout cas. Il n'y a pas de... tac, 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 tac. Il nous affiche pas, il nous affiche les logs et dans les logs, il nous affiche pas des soucis spécifiques liés à la configuration de Squid. Du coup, je remonte un peu ici. On a bien le DNS name qui était configuré. Il n'y a pas de problème là-dessus. Sur la configuration, le HTTP port, vous voyez bien qu'il a été configuré. Tout a l'air OK. En tout cas, je vais modifier. Je vais maintenant enlever tout ça. OK. Je pense que tout a l'air OK. On va passer à l'étape suivante. Nous allons apprendre à démarrer, à éteindre, à redémarrer, etc. le serveur Squid. Je rappelle qu'il est obligatoire de redémarrer le service Squid après chaque modification de configuration pour lui permettre de prendre en charge les nouvelles instructions. Encore mieux, je vous conseille d'insérer l'ensemble de commandes que je vais vous montrer. On peut aller à la commande sudo, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? On peut commencer à insérer toutes les commandes ici. Par exemple, on commence par l'activation de service Squid. On peut insérer la commande sudo système ctl comme contrôle, et puis on va dire enable squid.service. Executing, très bien. Tac, 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 tac. Enable Squid. Très bien. On peut démarrer le serveur Squid avec la commande toujours la même. Juste qu'à la place de enable, on fait start. Start, c'est le démarrer carrément. Le enable, c'est l'activer. C'est pas vraiment pareil. On peut l'activer sans le démarrer. Start, service Squid. Là, le service démarre. On peut l'arrêter. On peut insérer la commande stop, le service Squid. Là, on stop le service, ça mettra un tout petit peu de temps. Et puis, on peut même, il y a la commande qui permet de redémarrer le service Squid. C'est la commande restart de service Squid. Et puis, il y a la commande de status Squid. Le status, ça permettra d'afficher le statut de votre serveur Squid. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû toucher. Oui. Et puis, on affichera le statut de serveur Squid. Hop. C'est bon. Après, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit restart. Start, on va dire nous ici, restart. On redémarre le service Squid. On peut afficher le statut de service Squid. Status. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le status? Il est vert. En tout cas, le Squid ici, quand il est affiché active, running, vert, tout est OK. Tout a l'air OK là-dessus. Il n'y a aucun problème. On peut recharger le service Squid aussi avec la commande reload. Reload. Et là, ça nous permettra de recharger le service. On check le statut. Tout a l'air OK pour le moment. Je pense que tout a l'air clair pour le moment sur cette vidéo-là. Elle fait 47 minutes. Ça a l'air un peu trop. Je vais peut-être l'arrêter et lancer une nouvelle, histoire de ne pas faire des vidéos qui durent 2 heures. Pour commencer maintenant le vif du sujet, on a appris l'installation des notions de base, les installations, la préparation de l'environnement. Maintenant, on va attaquer le vif du sujet qui est le blocage des domaines, la partie 4 de notre exercice. Allez, je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut à tous.